C'est une prestation de serment dans la tristesse pour le président en intérim John Dramani Mahama lors d'une session extraordinaire du Parlement ghanéen après le décès brutal du président John Atta Mills. Il aurait succombé hier à une crise cardiaque à l'âge de 68 ans dans un hôpital d'Accra. Mais quelques heures après, la procédure de transition constitutionnelle s'est normalement mise en place pour assurer la stabilité du pays. C'est le jour le plus triste de l'histoire de notre nation, a-t-il déclaré. Les larmes ont englouti notre nation et nous sommes profondément attristés et bouleversés. J'ai perdu un père, un ami, un mentor et un camarade de haut rang. Plusieurs rumeurs circulaient déjà sur l'état de santé de John Atta Mills, que l'on disait atteint d'un cancer de la gorge. En juin dernier, il s'était rendu aux États-Unis pour subir, selon la version officielle, des examens de routine. L'information sur sa mort a été transmise par le bureau de la présidence sans aucune précision sur les circonstances de sa disparition. L'ancien professeur de droit de l'Université du Ghana a été élu en 2008 d'une courte tête avec 1% de voix d'avance. Mais c'est surtout lors des primaires qu'il est sérieusement affaibli par l'opposition de son unique rival, la femme de l'ex-président Jerry Rawlings. Elle lui reprochait notamment son manque de sévérité contre certains responsables de son ancienne administration soupçonnés de corruption. Plusieurs chefs d'État ont rendu un vibrant hommage au troisième président ghanéen, dont Barack Obama, qui avait choisi le Ghana pour sa première visite dans un pays africain en 2009. Précurseur du Better Ghana, un Ghana meilleur, il tire sa révérence en laissant un pays qui a atteint en 2011 un taux de croissance de 14% grâce à la manne pétrolière. Plus de 3 mois après son arrivée au pouvoir, le régime du président sénégalais Macky Sall veut une diplomatie proactive et portée vers une meilleure coexistence entre les peuples. C'est l'un des messages principaux adressés mardi par le ministre des Affaires étrangères au corps diplomatique accrédité à Dakar. À cette occasion, le ministre Alioune Badara Cissé s'est prononcé sur les grands dossiers de l'heure. Parmi ceux-ci, la crise au Nord Mali ou le procès Hissène Habré du nom de l'ancien président du Tchad, exilé au Sénégal depuis 1990. Nos forces armées sont impliquées sur tellement de théâtres d'opération que nous avons pensé ne pas les impliquer pour ce qui concerne la résolution du conflit au Mali. Pour l'affaire Hissène Habré, le chef de l'État s'est prononcé du haut de la tribune du sommet des chefs d'État à Addis Abeba que M. Hissène Habré sera jugé au Sénégal, qu'en ce moment-là, d'ailleurs, une commission de l'Union africaine se réunit à Dakar, au département de la justice, pour concevoir les modalités d'un jugement du président Hissène Habré, en respectant les droits de la défense, mais également ceux des parties civiles. Parmi les vieux dossiers, celui du Sahara occidental dans lequel Dakar a réaffirmé son soutien aux autorités marocaines. Je pense qu'en ce qui nous concerne, travailler autour d'un retour du Maroc dans les instances de l'Union africaine est une plus grande priorité. Mais nous savons que ce retour est antinomique avec certainement l'admission du Sahara au niveau de cette instance. Ironie du sort, ou en tout cas de l'alphabet, lors du dernier sommet d'Addis Abeba, nos tables étaient pratiquement voisines. Et bon, entre Africains, voilà, il n'y a pas d'irrédentisme. Mais notre position épouse fondamentalement celle du Maroc, de laquelle nous n'entendons pas déroger. Les intérêts du Maroc sont confirmés et défendus par les intérêts du Sénégal, par la position du Sénégal sur cette question. L'officiel sénégalais a, à cette occasion, promis un réexamen de la carte diplomatique de son pays avec la réduction du nombre des ambassades, des consulats et des bureaux militaires à travers le monde. Les combats s'intensifient en Syrie, notamment dans la ville d'Alep, la capitale économique du pays. Pour la première fois, des avions de chasse auraient été utilisés hier. Bachar al-Assad refuse toujours de parler d'un plan de départ. Face au combat acharné entre les rebelles et l'armée, les populations n'ont d'autre choix que de fuir vers les pays voisins. Par exemple, dans ces lieux de villégiature près de la capitale libanaise, les réfugiés syriens ont remplacé les habituels touristes saoudiens. Effrayé par les combats, ce chef d'entreprise a fui tout récemment à Damas avec sa famille. L'armée se bat contre le peuple alors que nous sommes tous Syriens, c'est terrible. Alors nous avons préféré quitter le pays pour un moment en espérant que les choses vont s'arranger bientôt et qu'on pourra revenir.
Des centaines de familles syriennes ont afflué en une semaine, remplissant tout d'un coup tous les hôtels. Solidaire, le propriétaire de cette résidence de luxe a dû diviser ses prix par 3 pour mieux accueillir les réfugiés. Nous faisons un effort humanitaire parce que nous savons que beaucoup de réfugiés syriens sont en difficulté financièrement. Alors nous essayons de les aider du mieux que nous pouvons. Face à l'incertitude sur l'avenir de leur pays, certains réfugiés pensent à s'exiler pour de bon, d'autres ont toujours les regards tournés vers leur pays. Des réunions de crise de plus en plus fréquentes au ministère guinéen de la Santé et de l'Hygiène publique. La surveillance épidémiologique s'est accrue depuis la progression du choléra sur le littoral et à l'intérieur du pays. Au total, 7 préfectures guinéennes touchées. L'épidémie qui s'est déclarée en février dernier fait état de plus de 730 cas déclarés à des 42 décès enregistrés. Ces derniers jours, les hôpitaux de la capitale Conakry accueillent des cas de diarrhée sévère à un rythme inquiétant. À partir du 2 juillet, avec les grandes pluies qui se sont abattues sur Conakry, nous avons connu une très grande recrudescence. D'un cas qu'on avait depuis lors, aujourd'hui on se retrouve avec 215 cas, avec une moyenne de 20 cas par jour. Donc cette recrudescence a une liaison avec non seulement la pluviométrie, mais l'insalubrité que nous tous nous constatons dans la ville de Conakry et l'insuffisance d'approvisionnement en eau des populations, mais surtout le manque d'application des règles d'hygiène par la population de façon générale, surtout l'hygiène individuelle, l'hygiène collective d'assainissement et l'hygiène des aliments. 30 000 tonnes de déchets solides sont produites chaque jour à Conakry, selon le service public de transfert de déchets. La collecte et le traitement de ces ordures posent un véritable problème à la ville. Dans les marchés et les ménages, il est difficile d'éviter les immondices. Avec le début du choléra, certaines communes commencent à adopter des mesures de prévention. Lorsqu'un cas est déclaré dans une zone, on se transporte pour faire la sensibilisation avec la Croix-Rouge, avec l'ACF, avec Médecins sans frontières, l'équipe cadre, tout le monde se transporte pour faire la sensibilisation. Ensuite, on est en train de dégager les ordures qui sont entassées par-ci, par-là, pour essayer de freiner le fléau. Pour le moment, l'hôpital national d'Onka, le plus grand centre hospitalier du pays, a ouvert un centre d'urgence de traitement du choléra. Une tente d'extension est en construction en prévision à l'augmentation inévitable du nombre de malades. Intensifier la production de ce riz, cette variété de riz dont voici les semences, et qui peut être cultivée partout et en tout lieu au Cameroun en respectant simplement les saisons pluvieuses. Et puis, augmenter la production nationale du maïs et du manioc. Tels sont les objectifs assignés au programme d'exécution de la Convention riz-maïs-manioc. C'est la région du Sud Cameroun, plus précisément la ville de Bolova, qui abrite cet ambitieux programme gouvernemental qui est mené avec l'appui de l'Inde. Plus de 18 milliards de francs CFA sont injectés pour réaliser 10 000 hectares de maïs et de riz et surtout de mécaniser l'agriculture nationale. Des centaines de tracteurs sont déjà entreposés en Galade, un quartier de Bolova. Ils seront distribués aux producteurs sur l'ensemble du territoire national. D'autres seront bientôt montés sur cet autre site en construction. Les multiples efforts déployés par le gouvernement, nous sommes 82% des travaux déjà réalisés. Cependant, selon le chronogramme arrêté par le gouvernement camerounais, un sérieux retard a été pris dans la réalisation de ce projet. Compte tenu des difficultés qu'on a rencontrées dans la mise en œuvre de ce programme, avec les facilités qui ont été accordées ces derniers temps, je dis oui, on est satisfait. Mais par rapport au chronogramme initial, on a encore du retard. C'est pour ça que vous avez vu les engins qui sont encore à l'aire de stockage, parce qu'ils devraient tout au moins être dans les hangars. Avec la mise à disposition par le gouvernement de nombreuses facilités, les partenaires indiens vont arriver dans les prochains jours pour booster la future usine. Les partenaires indiens arrivent dès la semaine prochaine pour la chaîne de montage. Donc bientôt, notre chaîne sera disponible et les tracteurs seront désormais montés sur site ici à Bolova.
En installant le coordonnateur de ce programme riz, maïs, manioc, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire lui a assigné la mission de conduire le Cameroun vers l'agriculture de seconde génération, celle-là même qui sera une agriculture intensive avec la mécanisation comme levier de vitesse.